Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé conjointement par la SFN, la NLF et l'ANA1. C'est le 10e déjà de cette série et j'ai le plaisir ce soir d'avoir des invités de prestige qui vont vous parler de MOGAD. Alors, le coordonnateur de cette session, c'est le professeur Romain Marinier, qui est responsable du CRMR, du Centre de référence maladies rares MIRSEM à Lyon et qui travaille au CHU de Lyon. Et nous aurons également comme intervenant le professeur Bertrand Audouin, qui travaille dans le service de la Timone à Marseille, le service de neurologie sur les maladies inflammatoires et particulièrement responsable des maladies associées à la sclérose en plaques. Voilà, donc un grand merci à tous les deux d'avoir accepté déjà de nous parler de MOGAD. Et donc, voilà, nous sommes très, très heureux de vous avoir. Je vais te laisser la parole, Romain. Je vous proposerai de poser vos questions dans le chat directement et j'essaierai de les relayer lors des pauses ou lors des temps de questions. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, donc Romain, je te laisse la parole pour ton intervention. Un grand merci Céline pour l'introduction. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Donc l'idée qu'on a développée avec Céline et Bertrand, c'était de vous proposer une mise à jour sur les critères diagnostiques, parce que dans la MOGAD, comme vous le savez probablement, on n'avait pas de critères jusqu'en 2023. Faire un petit focus de mon côté sur les indications de dosage. Et puis Bertrand vous fera une proposition également sur la prise en charge de la MOGAD. Et à la fin, on sera très heureux de répondre à vos questions. Je vais commencer tout de suite sur ces nouveaux critères diagnostiques et les indications du dosage. Donc, vous le savez peut-être, mais en fait, ces anticorps anti-MOG, ils existent depuis assez longtemps. Ils ont été décrits pour la première fois au mi-temps des années 80 et utilisés en clinique une première fois en 2000, associés à la sclérose en plaques. C'est un article qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais malheureusement, rapidement, on s'est rendu compte qu'ils étaient peu spécifiques, puisque la méthode de détection n'était pas idéale. C'était un ELISA et qui retrouvait en fait des anticorps non pathogènes. Et puis l'évolution des techniques de détection a fait qu'on les anticorps sont revenus un peu sur le devant de la scène au début des années 2010 dans ce qu'on a appelé la NMO, mais séronégative, c'est-à-dire que c'est des patients qui avaient une neuromyélite optique mais qui n'avaient pas d'anticorps anti-aquaporine 4 et certains d'entre eux avaient des anticorps anti-MOG. Et cette amélioration ou cette modification de l'indication est liée au fait qu'on a changé le test au diagnostic en utilisant une technique qu'on appellera le cell-based assay, j'y reviendrai dans ma présentation, qui met en évidence, qui retrouve des anticorps dits pathogènes, donc beaucoup plus intéressants que ceux qui étaient trouvés par l'ELISA. Et puis il y a une troisième étape dans la compréhension de la maladie, c'est 2020 et plus récemment. On s'est rendu compte en fait que même s'il y avait des choses communes entre la NMO, la sclérose en plaques et les anticorps anti-MOG, cette maladie associée aux anticorps anti-MOG était différente de ces autres pathologies. Et donc on a proposé le concept de MOGAD et je vais essayer de vous convaincre qu'effectivement la MOGAD est une pathologie à part, différente de la sclérose en plaques. Il y a des différences majeures entre la sclérose en plaques et la MOGAD. Clairement, d'abord sur le plan physiopathologique, la MOGAD est une maladie de l'oligodendrocyte avec des infiltrats cellulaires CD8, différentes CD4 dans la sclérose en plaques, et puis un rôle du complément majeur. Il y a des différences épidémiologiques aussi avec la sclérose en plaques et la NMO, puisque le sexe ratio dans la MOGAD est plutôt autour de 1. Ça va toucher surtout les jeunes enfants. Ça reste une maladie rare chez adultes, mais c'est possible, on va en parler. Il existe des cas monophasiques et par contre, à la différence de la sclérose en plaques, mais comme pour la NMO, il n'y a pas de progression entre les poussées. Il y a également beaucoup de différences stratégiques au niveau thérapeutique. Les traitements de la sclérose en plaques ne sont pas efficaces. Concernant le traitement des poussées et le traitement de fond, Bertrand vous en parlera de façon plus précise. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est qu'il y a aussi quand même beaucoup de similarités entre la MOGAD et la sclérose en plaques. Ça reste des maladies inflammatoires du système nerveux central qui évoluent par poussée, avec la plupart du temps une dissémination dans le temps et dans l'espace. La présentation clinique globalement peuvent être similaires, la neuropathie optique, la névrite optique étant la présentation la plus fréquente dans la sclérose en plaques et dans la MOGAD. Il peut y avoir des myélites, des atteintes du cerveau, du tronc cérébral ou du cervelet. Également certaines similarités IRM, on peut avoir des lésions du cerveau, du tronc cérébral, et puis des myélites courtes également dans la MOGAD, et il y a des anomalies du liquide cérébrospinal dans ces pathologies. Donc il y a un risque clair d'erreur diagnostique entre MOGAD et sclérose en plaques. Il y avait donc un besoin important de proposer des critères diagnostiques dédiés à cette nouvelle maladie. Donc c'est un effort qui a duré assez longtemps. Je vous montre ici une capture d'écran de tous les experts qui ont participé à cet effort. On s'est réunis depuis entre 2000 et 2022 pour essayer
de proposer des critères diagnostiques en faisant un focus sur les présentations cliniques les plus fréquentes et également les moyens de diagnostic. Donc, ce papier est sorti début d'année 2023 et je vais essayer de vous le présenter de façon claire. Donc, voici les critères. Vous voyez que c'est assez compliqué. Je vais essayer de vous le rendre simple. En fait, il y a 3 étapes pour faire le diagnostic de MOGAD. La première étape, c'est une clinique. Et ça, c'est un élément important. On ne va pas proposer le diagnostic de MOGAD sur simplement la présence d'anticorps. Il faut d'abord avoir une présentation clinique éducatrice. Comme vous pouvez le voir ici, il y a en fait 2 groupes de présentations cliniques. Les plus fréquentes, c'est 1, 2 et 3. Je vais y revenir. Et puis, il y a d'autres présentations moins fréquentes. Donc, la plus fréquente des présentations cliniques, c'est la névrite optique, qui est de loin la plus fréquente chez l'adulte. Jusqu'à 80% des patients vont présenter une neuropathie optique. Elle va se manifester de façon assez caractéristique par des céphalées inaugurales, pas uniquement des douleurs à l'œil, mais même des céphalées, qui vont être suivies par une baisse d'acuité visuelle, souvent bilatérale, souvent très sévère, avec, au nadir, parfois une acuité visuelle à 1/10, voire une absence de perception lumineuse. Et un élément aussi, on y reviendra, qui est important pour le diagnostic de ces neuropathies optiques de MOGAD, c'est qu'elles sont très corticosensibles, parfois de façon spectaculaire. La deuxième présentation la plus fréquente étant la myélite, qui va aussi être très sévère, souvent transverse, avec une atteinte des sphincters, mais qui aussi va plutôt être très bonne répondeuse à la corticothérapie. Et puis la troisième présentation la plus fréquente, surtout chez l'enfant, le jeune enfant, c'est l'encéphalomyélite aiguë disséminée, qui va se manifester, comme vous le savez, par un tableau d'encéphalopathie. Et comme vous le voyez, il y a d'autres types d'atteintes, plus rares, des atteintes cérébrales, des atteintes du tronc cérébral et du cervelet, qui peuvent être isolées ou associées aux atteintes des voies longues, des nerfs optiques ou moelle épinière. Et puis, on y reviendra, mais il peut y avoir aussi des encéphalites corticales, donc un spectre quand même très large, comme vous le voyez, de présentation clinique. Donc, une fois qu'on a cette présentation clinique, c'est à ce moment-là qu'on va proposer la recherche d'anticorps. Vous voyez encore que là, il y a un algorithme un peu complexe en séparant 2 groupes, des patients qui vont avoir un résultat dit clairement positif et d'autres patients pour un résultat qui est soit positif faible, soit on n'a pas de notion d'intensité de quantification, soit des patients, pour complexifier les choses, qui n'ont pas d'anticorps dans le sérum, dans le sang, mais qui en ont dans le liquide cérébro-spinal. Et dans ces situations-là, on va demander en fait 2 choses. La première, c'est s'assurer que les patients sont testés négatifs pour les anticorps anti-aquaporine 4, et puis qu'ils ont aussi, au-delà de la présentation clinique, des éléments cliniques et radiologiques qui sont en faveur, qui suggèrent une MOGAD. On va y revenir. Donc pourquoi c'est compliqué? Parce que le test MOG, ce n'est pas un test très simple à reproduire, à la différence du test anti-aquaporine 4. Déjà, il y a pas mal de différences de méthodologie, notamment entre les tests qu'on appelle sur cellules vivantes ou live cell-based essay, comparativement aux tests sur cellules fixées, qui sont les plus fréquents, en fait, les tests sur cellules fixées, qui sont ceux qui sont commerciaux. Mais il est clair, il a été démontré que les tests sur cellules vivantes sont plus spécifiques et plus sensibles. Par ailleurs, il y a également des différences en fonction de l'intensité du signal. Pour les signaux forts, il y a une bonne représentabilité et une bonne concordance entre les tests. Par contre, pour les patients qui ont un test faible, qu'on appelle low positive, il y a beaucoup plus de discordance, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc, en fonction du test, on va avoir des patients parfois positifs, parfois négatifs, ce qui va créer des difficultés. Il y a également des risques de faux positifs, notamment dans ces fameuses situations quand le résultat est faible, parce que dans ces situations, un résultat faible, que je vous le montre ici dans le graphique, vous voyez, résultat avec un titre entre 1/20e et 1/40e qui est considéré comme faible, et bien, la valeur prédictive positive va être faible aussi, elle est de 50%. Donc, vous avez une augmentation du risque de faux positif. Et puis aussi, un autre élément à bien prendre en considération, ce sera un peu le fil rouge de ma présentation, il faudra être extrêmement prudent si le tableau clinique est détecteur de sclérose en plaques, puisque même si le test est très spécifique, il n'est pas à 100% spécifique, et compte tenu de la fréquence relative de la sclérose en plaques par rapport à la MOGAD, si vous testez tous vos patients souffrant de sclérose en plaques, vous allez avoir un nombre plus important de faux positifs finalement que de vrais positifs. Et puis le dernier point, c'est par rapport à ce test uniquement dans le LCR, quand le patient est négatif dans le sérum, il faut rester prudent parce que même si ça peut peut-être augmenter le ratio diagnostic, ça risque aussi d'augmenter le risque de faux positifs puisque la spécificité de la présence des anticorps anti-MOG dans le LCR n'a pas encore été vraiment évaluée correctement. Donc là, ça a résumé les différentes méthodes de détection. Et vous voyez qu'il y a en gros 2 groupes, les cellules fixées versus les cellules vivantes. Et pour information, aujourd'hui, si vous voulez avoir un résultat, on va dire, assez clair,
à Lyon, on propose un test de référence qui permet d'avoir un résultat clairement positif en fax. Si vous avez un doute sur votre test, n'hésitez pas à l'envoyer au centre de référence de Lyon pour valider le résultat entre clair positif et faiblement positif. Donc là, je vous ai expliqué cette hiérarchisation des tests entre les clairs positifs et les autres. Et puis maintenant, je vais vous montrer, en fait, dans la situation où ce n'est pas clairement positif, qu'est-ce qu'il faut avoir comme argument supplémentaire. Si vous faites une névrite optique, si la présentation clinique est une névrite optique, vous allez rechercher des éléments évocateurs de MOGAD. Le premier d'entre eux, on en a déjà parlé, c'est l'atteinte bilatérale simultanée des nœuds optiques, soit clinique et ou radiologique. Un élément aussi très évocateur de MOGAD, c'est l'atteinte antérieure. Donc, vous pouvez avoir un œdème papillaire que vous pouvez voir soit à l'OCT, soit au fond d'œil. Et puis, sur le plan radiologique, là, c'est un peu plus complexe, mais vous pouvez avoir une atteinte étendue. Donc, il faut demander une IRM orbitaire, bien sûr. Et puis, un autre élément aussi évocateur qui est plus complexe à mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle l'atteinte périneurale, notamment après une injection de gadolinium, comme vous pouvez le voir ici, au niveau du nerf optique gauche. Concernant la myélite, les données de support, elles, sont également intéressantes. On peut avoir fréquemment des myélites étendues. Alors, ce n'est pas spécifique de la MOGAD, comme vous le savez. On peut l'avoir dans la NMO aussi. Et puis, il y a des éléments intéressants. C'est ce fameux signe du H que vous pouvez voir sur des coupes axiales qui sont montrées en bas à gauche. Et un autre élément aussi, il y a une prépondérance, même si elle n'est pas spécifique non plus, de lésions du cône terminal dans la MOGAD. Pour les lésions encéphaliques, on va avoir aussi des éléments évocateurs sémiologiquement, des atteintes diaphragmes flou, comme vous pouvez le voir à gauche, des atteintes des noyaux gris centraux, notamment des thalamus, et puis pareil, des atteintes très importantes, parfois pseudotumorales du pont, du cervelet, et puis le dernier élément dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut avoir aussi des atteintes corticales en séquence flair ou même des prises de contraste. Donc ça, c'est des éléments évocateurs de MOGAD. Voilà. Et puis le troisième étage du raisonnement diagnostique, extrêmement important, qui est présent dans la plupart d'ailleurs des critères diagnostiques, comme pour la sclérose en plaques et l'ANMO, c'est l'exclusion de diagnostics alternatifs ou de meilleures explications, notamment la sclérose en plaques. Donc là, il y a une liste de drapeaux rouges qui ont été proposés. Clairement, vous voyez que ce sont essentiellement pour distinguer la MOGAD de la sclérose en plaques. Dans la MOGAD, on n'a pas de progression entre les épisodes. Si vous avez des lésions classiquement périventriculaires avec des bandes oligoclonales et puis une accumulation de lésions au cours du temps, bah ça fait très sclérose en plaques. Et puis un autre élément qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de lésions hypothéen résiduelles dans la MOGAD ou exceptionnellement. Puis les autres éléments qui sont pris en considération, c'est surtout pour faire le diagnostic différentiel avec notamment des ischémies. C'est l'épisode ne doit pas s'installer en quelques minutes, hein, c'est plutôt en termes de plusieurs jours. Et puis la prise de contraste ne doit pas être trop prolongée, ça évoquerait plutôt une sarcoïdose par exemple. Un autre élément qui est intéressant, c'est l'absence de réponse à la corticothérapie et aussi un drapeau rouge pour la MOGAD, ce qui veut vraiment dire que c'est une pathologie très corticosensible. Dans le il y a aussi des éléments qui sont plutôt évocateurs de MOGAD face à une présentation de type inflammatoire démyélisante. C'est l'âge de début précoce, comme je vous l'ai dit, la MOGAD est probablement la pathologie la plus fréquente chez le jeune enfant. La présentation clinique, je ne vais pas y revenir, hein, vous voyez, notamment en cas d'atteinte corticale. L'IRM peut être normal dans la MOGAD, hein, ça c'est intéressant. Bon, si vous avez une atteinte du nerf optique et de la moelle épinière, il n'y a souvent pas de lésion au niveau du cerveau, à la différence de la sclérose en plaques. Et on peut même avoir des myélites de MOGAD avec une IRM médulaire normale, ce qui est un peu piégeux. Il y a cette fameuse réponse miraculeuse aux corticoïdes. Et ce que j'aime bien aussi dire à mes étudiants, c'est que si vous avez une présentation très inflammatoire, mais par contre vous n'avez pas de bande dans le LCR, là, pour moi c'est vraiment un élément évocateur de MOGAD. Pareil, si vous faites une OCT, vous allez souvent avoir une discordance entre une atrophie très marquée et plutôt une récupération visuelle correcte. Et puis le dernier point que je trouve aussi capital dans la réflexion diagnostique, c'est la dynamique lésionnelle dans la MOGAD, que je vous ai illustré ici. On a fréquemment, que ce soit la présentation encéphalique, du tronc cérébral ou de la moelle épinière, une amélioration, voire parfois une diminution et une disparition complète des lésions, comme illustré ici, qui n'est jamais le cas, bien sûr, dans la sclérose en plaques. Donc voilà, pour résumer en un coup d'œil les critères diagnostiques et pour les simplifier, en un, il faut avoir une présentation clinique évocatrice. Si c'est le cas, vous allez tester avec les anticorps anti-MOG, idéalement avec la technique de référence, et sinon, vous allez utiliser une technique qui nécessite des critères supplémentaires. Et puis, toujours penser à ce troisième point, pas de meilleure explication, notamment la sclérose en plaques. Donc là, je vous ai fait un petit quiz. Alors, je ne pense pas que ce soit interactif, mais je vous laisse réfléchir. Alors, par rapport à ces différentes situations cliniques, à votre avis, dans quelle situation vous allez proposer un dosage anticorps anti-MOG? Si vous avez une myélite courte avec une IRM encéphalique normale, si vous avez une névrite optique très sévère avec un œdème papillaire au fond d'œil, en cas d'une atteinte périphérique de type polyradiculonévrite,
En cas de névrite optique, cette fois-ci unilatérale et moins sévère, mais avec une IRM encéphalique anormale et des bandes à l'APL. Et enfin, en fonction d'une encéphalite avec crise d'épilepsie et atteinte corticale unilatérale à l'IRM. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je vous montre les bonnes réponses, évidentes par rapport à ce que je viens de dire, mais qui sont importantes à garder en tête. Donc, bien sûr, la myélite courte a été évoquée. C'est une des caractéristiques, notamment au niveau du cône terminal. La névrite optique sévère, notamment antérieure avec l'œdème au fond d'œil, l'œdème papillaire au fond d'œil. Ça ne touche pas le nerf périphérique, la MOGAD, donc pas la polyradiculanévrite. Le petit d était plutôt très évocateur d'une sclérose en plaques, donc on va y revenir, mais il ne faut pas demander des anticorps anti-MOG devant un tableau classique de sclérose en plaques. Et enfin, bien avoir en tête que dans le spectre de la MOGAD, on peut aussi avoir des encéphalites corticales avec crise d'épilepsie. Donc là, c'est le résumé dans quelle situation je demande des anticorps anti-MOG. Donc ces fameuses neuropathies optiques bilatérales et ou récidivantes, très corticosensibles et antérieures. Ces myélites plutôt du cône terminal qui peuvent être courtes ou étendues, ces atteintes encéphaliques avec des lésions à bord flou ou des lésions corticales, et puis ces atteintes du tronc cérébral, des pédoncules cérébelleux ou du thalamus. Donc, dans ces situations-là, vous pouvez demander les anticorps anti-MOG. Chez l'enfant, chez tout le monde, il faut le demander puisque c'est vraiment la maladie la plus fréquente, notamment chez le jeune enfant, en cas de, bien sûr, syndrome des mini-dents aigus, et ne pas demander des anticorps anti-MOG en cas de tableau de sclérose en plaques classique pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Alors, quand est testé, idéalement au moment des poussées ou plutôt après un traitement, bien sûr, enfin avant un traitement, pardon. Donc en phase plutôt active de la maladie, donc savoir le redoser si c'est négatif en cas de forte suspicion clinique. Voilà. Donc, il y a eu déjà dès maintenant des études qui ont été faites pour valider ces critères, qui permettent de mettre en perspective un peu le futur de cette critériologie. Donc 2 études, une de nos collègues coréens et une de nos collègues anglais. Tous les 2 confirment la qualité des critères en termes de sensibilité et spécificité. Et d'autres études d'ailleurs vont arriver, notamment avec des cohortes pédiatriques. Ce qui était intéressant, c'est que tous les patients qui avaient un taux élevé d'anticorps remplissaient tous les éléments support cliniques IRM. Par contre, ça veut donc dire qu'il faut être très prudent chez les patients dits positifs faibles ou uniquement présents dans le SCR. Il y avait une proportion élevée de patients qui remplissaient les critères de NMOSD, donc il faut toujours tester en anti-AQP4. Il y a quand même une présentation qui peut être assez proche, donc ça c'est un élément dans le raisonnement. Il y avait quand même quelques patients qui ne remplissaient pas les critères support, surtout en cas de neuropathie optique, et ça on le sait parce qu'on a un accès souvent plus compliqué à l'imagerie orbitaire et qui devrait être plus systématique parce que c'est un élément important dans le raisonnement diagnostique de MOGAD. Et puis le dernier point qu'il faut vraiment que vous ayez en tête aussi, c'est qu'il a été montré dans ces 2 études que le délai au test anti-MOG était plus long chez les positifs faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, le taux d'anticorps chez un patient MOGAD va diminuer avec le temps, traitement ou pas traitement. Donc, il faut les demander le plus tôt possible, sinon vous risquez d'arriver dans une situation qui n'existe pas aujourd'hui, de patients qui ressemblent dans tous les niveaux cliniques et radiologiques à une MOGAD, mais chez qui les anticorps ont déjà disparu, ce qui peut arriver quand même dans 30 à 40% des cas après 6 à 9 mois. Donc, pour éviter cette situation qui ne permettra pas de remplir les critères, il faut vraiment demander les anticorps à la phase précoce de la maladie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Eh bien, merci, merci beaucoup Romain, c'était extrêmement clair. Je pense qu'on a tous bien en tête maintenant les critères et les tableaux et les difficultés notamment. Alors, on a juste une question pour le moment, donc n'hésitez pas à les poser aussi, on pourra y revenir à la fin du webinaire. Une question qui de la part d'un collègue de Tunis qui s'appelle Amin Rajdi, qui nous demande s'il y a un circuit international pour justement vérifier ou discuter peut-être les cas douteux. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez une sorte de RCP international? Alors, c'est une bonne proposition. Alors, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que dans le papier de critériologie, on a proposé, si vous avez un doute diagnostique, notamment si le test utilisé n'est pas celui de la meilleure qualité, envoyez les prélèvements au centre, on va dire, expert. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à envoyer vos prélèvements à Lyon. Il y a Oxford, il y a aussi Innsbruck en Autriche qui propose des tests de validation. Ça, c'est le premier niveau pour, voilà, c'est dans le tâche de la fusée, c'est le niveau B. Pour revenir à l'image plus globale, il y a des doutes diagnostiques. On propose au niveau national une RCP qui est francophone pour l'instant, mais bien sûr, nos collègues des pays francophones sont parfaitement invités à y participer. Et on est en train de réfléchir et même essayer de mettre en place une
super RCP au niveau européen dans le cadre des ERN qui ont pour objectif justement d'essayer de partager les expériences et les expertises au niveau européen sur ces cas un peu complexes. Donc oui, l'objectif, c'est de proposer ça au niveau international, mais déjà à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous proposer la RCP nationale. Merci Romain. Effectivement, c'est un webinaire qui est francophone, hein, donc vous pouvez effectivement probablement déjà rentrer en contact avec Romain Marigny pour éventuellement discuter de vos dossiers. Eh bien, c'est bien, avec tout ça, on a diagnostiqué une MOGAD, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend en charge? Il y a des particularités probablement, et donc j'invite Bertrand Audouin, je l'ai présenté au tout début, mais je redis un petit mot puisque maintenant vous êtes près de 200 connectés, donc vous n'étiez peut-être pas tous là au début. Donc Bertrand Audouin est professeur de neurologie au CHU de la Timone à Marseille. Et il travaille donc au CRC-CEP de Marseille et spécialisé particulièrement sur les maladies inflammatoires rares du système nerveux central. Donc merci Bertrand d'être venu ce soir nous parler du traitement de la MOGAD. Merci, merci Céline. Excusez-moi. Donc je vais vous parler du traitement de la MOGAD. C'est pas très simple, notamment sur le plan du traitement de fond. On verra que pour l'instant, il n'y a eu qu'un essai randomisé dont les résultats sont disponibles. Mais c'est peut-être plus simple pour la poussée. Et je crois que c'est une partie extrêmement importante de la prise en charge de la MOGAD. Parce que même si on sait maintenant à travers le résultat des différentes cohortes qui ont été publiées depuis une dizaine d'années que les poussées de MOGAD évoluent en général mieux et plus souvent mieux que les poussées de NMO, il reste quand même une proportion de patients après une poussée qui gardent des séquelles. Vous le voyez dans ce travail anglais. Il y a quand même 10% qui gardent des poussées, des séquelles relativement sévères, et notamment lorsqu'il y a des atteintes médulaires. Alors, probablement que le handicap résiduel d'une poussée est lié au degré de sévérité de la poussée, mais également probablement à une prise en charge suboptimale de la poussée. Donc, c'est ça qu'on va détailler. Et je vais détailler cela à travers l'exemple d'un cas que l'on a eu récemment dans le service, une patiente de 24 ans qui fait un tableau visuel assez bruyant, bilatéral, qui prédomine à gauche avec une douleur à la mobilisation des globes oculaires. Elle consulte rapidement à 24 heures au SAU. Elle voit des ophtalmos, il y a un œdème qualifié de stase bilatéral, l'IRM cérébral qui n'était pas du nerf optique, IRM cérébral qui est normal. L'APL est tentée devant une suspicion d'hypertension intracrânienne idiopathique, mais malheureusement elle échoue, mais le diagnostic quand même qui reste privilégié au SAU a été celui d'hypertension intracrânienne idiopathique, et la patiente sort avec une prescription d'acétazolamide. Elle s'aggrave et une semaine après, elle reconsulte, elle revoit les ophtalmos, et là, sur le plan visuel, c'est dramatique puisqu'elle ne perçoit plus la lumière. Elle a une mydriase réactive bilatérale, un œdème papillaire bilatéral majeur avec des hémorragies en flamèche. Et cette fois-ci, l'APL est réussie et la pression d'ouverture est normale, donc écarte le diagnostic initial, et on retrouve une méningite à prédominance lymphocytaire et l'absence de BOC. Donc là, elle est adressée dans notre service devant un tableau qui est clairement évocateur d'une névrite optique bilatérale sévère, et on débute un traitement par solumédrol, 1 gramme par jour, et rapidement associé à des échanges plasmatiques. Et vous voyez que si on synthétise, entre le début de la présentation clinique et le début des corticoïdes, se sont passés 16 jours, donc un délai quand même assez important. Alors, malgré ce traitement, la patiente récupère pas très bien. À 1 mois, vous voyez que son acuité visuelle est à 1/20 à droite et elle compte toujours les doigts
à peine à gauche. 2,5 mois après, fin septembre, elle est à 1/10 des deux côtés. Et 6 mois après, elle est à… excusez-moi, je ne vois plus ma présentation. Oui, pardon. Elle est, je ne vois pas bien la partie droite de mon écran, c'est pour ça que j'hésite. En tout cas, je crois qu'elle est à quelques dixièmes des deux côtés, donc 6 mois avec une atrophie optique bilatérale. Entre-temps, vous voyez qu'on a fait le diagnostic donc sérologique, les anticorps anti-MOC sont revenus positifs. Alors tout ça pour vous dire que, et ça on l'a montré récemment dans l'étude française sur l'étude des poussées de MOG, que le temps est un facteur de récupération, notamment dans les poussées de névrite optique de MOGAD. Alors ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a étudié l'évolution des premières névrites optiques entre 3 et 6 mois, donc après la première névrite optique, en fonction du délai aux corticoïdes. Donc, on a réussi à rassembler 80 patients à peu près, et on a donc le temps moyen le temps médian au corticoïde était de 10 jours, et nous avons donc comparé les patients traités avant 10 jours versus les 50% de patients traités après 10 jours. Et ce qu'on voit donc sur la récupération à moyen terme, c'est qu'il y a une différence significative en termes de récupération d'acuité visuelle, et surtout quand on regarde le nombre de patients qui gardent des séquelles, on a à peu près 3% de patients avec séquelles chez les patients traités avant 10 jours versus 15% chez les patients traités après 10 jours. Donc, vous voyez que la majorité des patients récupèrent bien, mais qu'il y a une différence nette en termes de proportion de séquelles en fonction du temps au traitement. Et lorsqu'on s'intéresse au RNFL, c'est-à-dire à l'atrophie optique après 3 mois, on a également une différence en fonction du délai au traitement. On a une différence de à peu près 10 points d'atrophie. Et lorsqu'on normalise, c'est-à-dire qu'on évalue la perte par rapport à l'œil contralatéral pour les névrites optiques unilatérales, on se rend compte que 15% de perte en fibre pour les patients traités avant 10 jours versus 34% pour les patients traités après 10 jours. Donc, il y a clairement un effet délai, et ce que montre ce travail, c'est qu'il faut traiter extrêmement rapidement les patients, puisque 10 jours, c'est quand même un délai assez bref pour faire le diagnostic, et notamment à la première poussée où il ne faut pas hésiter pour pouvoir faire bénéficier du traitement le patient. Et c'est ce qu'on a voulu mettre et insister dans le PNDS consacré au MOGAD, que l'on a publié rédigé après celui de la QP4, c'est que finalement, devant un événement, et notamment l'événement initial d'un MOGAD, vous n'avez pas encore la sérologie, mais vous êtes devant un tableau de neuropathie optique sévère ou de myélite transverse. C'est quand même les deux tableaux les plus fréquents. Il faut appliquer ce que vous appliquiez déjà pour la NMO, c'est-à-dire faire des corticoïdes le plus rapidement possible, associer, si le patient est très sévère ou si ça ne répond pas immédiatement aux corticoïdes, à des échanges plasmatiques. Alors, concernant les échanges plasmatiques, pour l'instant, on n'a pas de données dans le MOGAD. Est-ce que c'est réellement utile dans le MOGAD? Là, je ne peux pas vous répondre, et c'est très compliqué d'évaluer cela, parce que lorsqu'on étudie cela en rétrospectif, on se retrouve devant l'évaluation de prise en charge qui sont différentes en fonction des centres. Certains centres font des échanges quand le patient ne répond pas, et d'autres centres font des échanges à partir du moment où le patient est initialement sévère, et donc ensuite cela influence l'analyse lorsqu'on regarde le délai aux échanges, puisque on a l'impression que quand on augmente le délai aux échanges, le patient peut récupérer moins bien, mais c'est peut-être simplement que ces échanges sont plus souvent faits chez des patients qui initialement récupèrent moins bien. Donc il peut y avoir des biais. En tout cas, c'est un faux problème, parce qu'au début, vous n'avez pas la sérologie, vous devez considérer que de toute façon que c'est potentiellement un NMO, et qu'il faut donc rapidement aller aux échanges. Alors,
ce que l'on fait également, c'est un relais par voie orale, donc corticoïdes par voie orale, c'est ce qui est consensuel aujourd'hui. On fait à peu près 3 à 6 mois de corticoïdes après une poussée de Mogad. Et on le fait parce qu'il y a des données dans la littérature qui montrent que le risque de pousser dans les mois suivant l'arrêt d'une corticothérapie est d'autant plus important que la corticothérapie a été courte. Et on voit dans ces courbes de survie que lorsque la corticothérapie par voie orale après la poussée a été inférieur à 3 mois, il y a un risque de poussée supérieur que quand il a été de 3 à 6 mois ou supérieur à 6 mois. Donc, on a un signal qui est pas extrêmement fort puisque c'est quand même sur des petites séries, mais aujourd'hui, c'est ce qui est consensuel. Donc, la corticothérapie fait, comme le disait Romain, est un traitement extrêmement efficace des poussées de Mogad. Et d'ailleurs, on est souvent surpris dans la Mogad d'annuler les échanges parce que le patient récupère dès 24-48 heures de façon spectaculaire. Donc souvent, le patient est extrêmement sévère. On peut évoquer le diagnostic de LNEMO. On commence les corticoïdes. On bloque déjà un rendez-vous en échange plasmatique. Et dès le lendemain, dès 48 heures, il y a une telle amélioration qu'on annule les échanges. Et ça, je crois que c'est très évocateur d'un Mogad. Notamment quand la corticothérapie est réalisée rapidement. Et la corticothérapie, là on va parler du traitement de fond, mais réellement fait partie de la prise en charge globale la prise en charge de la poussée fait partie de la prise en charge globale du patient parce que vous savez que dans le Mogad, le pronostic est lié finalement aux séquelles des poussées. Comme on peut parfaitement bien traiter les poussées par une corticothérapie précoce, informer le patient de cette nécessité à vous avertir rapidement en cas de nouvelles poussées, de la marche à suivre, lui donner le numéro de téléphone du service, vraiment une marche à suivre pour qu'il n'y ait pas plus de retard à la corticothérapie qu'il aurait pu avoir, qu'il a pu peut-être avoir à la première poussée, mais qu'il ne devra plus avoir à partir de la deuxième poussée. Déjà, ça, c'est éviter les séquelles à moyen terme. Alors, concernant le traitement de fond, attendez, c'est pas très confortable, pardon. Le traitement de fond, quelques éléments d'abord pour réfléchir au traitement de fond et surtout pour réfléchir au rapport bénéfice-risque. Le rapport bénéfice-risque, la discussion du rapport bénéfice-risque du traitement de fond dans la Mogad n'est pas le même que pour la NMO. La Mogad a un meilleur pronostic que la NMO, donc on ne va pas prendre le même niveau de risque en termes de traitement. Ça, je crois que c'est extrêmement important. On voit là dans l'étude française les courbes de survie en termes d'évolution du handicap entre les Mogad et les AQP4, on voit une nette différence. Deuxième élément à avoir en tête pour réfléchir en termes de rapport bénéfice-risque pour initier un traitement de fond, c'est le fait que la Mogad peut être monophasique. Là, je parle également, c'est plus connu chez l'enfant, mais également chez l'adulte, il y a quand même une bonne partie des patients qui ne vont pas récidiver, du moins à court terme. Alors, on ne connaît pas très bien cette évolution puisque pour l'instant, la majorité des patients inclus dans les cohortes rapportées depuis 10 ans sont des patients dits rétrospectifs, c'est-à-dire qu'on a fait le diagnostic depuis 10 ans, depuis qu'on a le test, mais c'était des patients qui avaient déjà présenté une poussée avant que le test soit disponible. Donc, on a fait le diagnostic après qu'ils aient récidivé. Et donc, on a une surreprésentation dans ces cohortes des patients récidivants, puisque ceux qui avaient présenté qu'un seul événement avant que le test soit disponible ne sont jamais revenus et donc on n'a pas de diagnostic chez eux. Par contre, parmi ces cohortes, on a des cohortes dites incidentes, c'est-à-dire qu'on a fait le diagnostic dès le premier événement survenu depuis 10 ans. Et chez ces patients, on peut connaître la proportion, lorsqu'on les suit, de patients qui vont rechuter. Donc,
Quand on voit les deux cohortes incidentes aujourd'hui publiées, la France et le Royaume-Uni, alors là, c'est des résultats à court terme, on voit que à peu près entre 1 et 2 ans, il y a 25% des patients seulement qui ont récidivé. Quand on se met un peu plus loin, là, c'est la cohorte anglaise, mais on a les mêmes résultats, pas encore publiés en France. On voit qu'à peu près à 5 ans, dans la cohorte incidente, on a 40% de récidive. Donc, c'est pas mal, mais ça montre quand même qu'il y a beaucoup de patients qui ne récidivent pas. Alors, attention, il faut comprendre qu'une majorité, enfin 50% des patients de la cohorte incidente anglaise étaient traités. Donc, peut-être que s'ils n'étaient pas traités, ce niveau de récidive serait supérieur. Donc, le taux de récidive est relativement important, mais également les formes non récidivantes ne sont pas marginales. Donc ça, c'est vraiment à avoir à l'esprit quand on réfléchit concernant les traitements de fond et au rapport entre le bénéfice et le risque. Alors, je vais vous parler des traitements de fond à travers un cas qui m'a beaucoup appris sur la prise en charge des MOGAD. C'est le cas d'une patiente de 17 ans, une jeune patiente qui débute sa maladie, comme souvent, par une névrite optique sévère avec un œdème papillaire important, une névrite optique unilatérale. Elle est traitée rapidement par corticoïdes et échange plasmatique. On fait un relais par voie orale relativement court, c'est ce qu'on faisait à l'époque. La patiente récupère très bien et on fait le diagnostic rapidement de MOGAD et on initie un traitement par rituximab. Alors, c'est ce qu'on faisait à l'époque, vous voyez, c'était en 2017 parce que le MOGAD était vraiment à l'époque considéré comme une forme particulière de NMO et on n'avait pas encore la connaissance du meilleur pronostic du MOGAD. Donc, on traitait les MOGAD comme les NMO. Donc, vous voyez qu'on traite cette patiente par rituximab et que l'évolution est pas bonne puisque rapidement, elle va refaire une poussée extrêmement sévère contralatérale avec un œdème papillaire majeur alors qu'elle n'a pas de B dans le sang, donc alors qu'elle a un effet biologique total du rituximab. On retraite sa poussée. Heureusement, comme je vous ai dit, la MOGAD est très corticosensible, donc elle évolue bien. On fait une corticothérapie décroissante. Elle n'a toujours pas remonté ses B et malgré tout, elle refait une poussée de l'œil droit qui avait été touché initialement. On retraite cette poussée, on refait du rituximab et elle va refaire encore une poussée alors qu'elle est à 0 lymphocyte B. Donc, on a clairement dans cette histoire un échec prouvé du rituximab puisque à plusieurs reprises, elle fait des poussées alors qu'elle a un effet biologique complet du rituximab. Donc ça nous a amené à nous poser des questions et nous avons, à la suite de cette évolution, repris notre cohorte prospective de patients traités par rituximab, MOGAD et AQP4 et effectivement, on s'est rendu compte que les patients AQP4 pouvaient faire des poussées sous rituximab, mais la poussée était toujours expliquée par une repopulation significative sur le plan des lymphocytes B mémoire. Alors que pour les MOGAD, on avait des poussées, une majorité d'ailleurs de poussées, qui survenaient alors que les patients n'avaient pas de lymphocytes B mémoire. Donc, une dissociation entre l'effet biologique du traitement et son potentiel effet qui suggérait une moindre efficacité ou au moins une efficacité hétérogène entre les patients du rituximab. Donc, ça a été mis en évidence par cette étude internationale rétrospective qui reprend quand même 121 patients traités par MOGAD, par rituximab. Et vous voyez sur la courbe de survie qu'à un an, 50% des patients traités par rituximab ont récidivé. Autre étude, cette fois-ci américaine, tout à fait similaire à la nôtre, qui retrouve une différence d'évolution des patients MOGAD et AQP4 sous rituximab avec une plus grande proportion de patients qui récidivent dans le groupe MOGAD. Donc, revenons-en à notre patiente. On décide, parce qu'on avait quand même l'impression qu'elle récidivait finalement à chaque fois qu'on l'a privée de corticoïdes,
de maintenir une dose de corticoïdes significative. Et vous voyez que tant qu'elle avait des corticoïdes au-dessus de 15 mg, il ne s'est absolument rien passé, et cela sur plus d'1 an. Et puis, on a fini par très lentement diminuer les corticoïdes. Et lorsque on a atteint 9 mg, en dessous donc de 10, la patiente a fait une récidive, témoignant de la réelle corticodépendance de la patiente. Et ça, c'est ce qui est assez caractéristique des MOGAD. Les corticoïdes sont un très bon traitement de fond des MOGAD. Hein. Si vous voulez que le patient ne fasse pas de poussée, vous le mettez sous corticoïdes, bien sûr. Le problème, ça va être les effets secondaires, mais que ce soit pour la poussée ou pour prévenir la poussée, les corticoïdes fonctionnent très bien. Donc, ça, c'est illustré dans ce travail australien qui montre que après l'arrêt lors de la baisse de corticoïdes, les poussées surviennent en général en dessous de 10 mg, exactement comme notre patiente. Et quand on arrête les corticoïdes, en général, c'est dans les 5 mois après chez les formes récidivantes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez cette patiente? On avait regardé la littérature, hein, et il y avait déjà un signal dans la littérature sur la possibilité d'efficacité des immunoglobulines IV sur des toutes petites séries. Dans les formes pédiatriques, vous voyez l'évolution en fonction de différents traitements, et le groupe qui avait eu des immunoglobulines IV avait une réduction du taux de poussée assez constant. Donc, on avait aussi ces données dans la littérature récente chez l'adulte sur également des tout petits groupes de patients, mais qui retrouvaient quelque chose un signal, on va dire, dans le groupe traité par immunoglobuline IV, et des patients qui récidivaient, semble-t-il, beaucoup moins. Donc, cette patiente a été mise sous immunoglobuline IV. Et effectivement, elle n'a plus récidivé, et surtout, et c'est ça, je crois, qui a la plus grande valeur dans ce cas clinique, nous avons pu la sevrer totalement des corticoïdes, et je la suis toujours, elle n'a plus jamais récidivé, donc ça fait maintenant 3 ans qu'elle a des immunoglobulines, enfin 2 ans et demi qu'elle a des immunoglobulines, et elle n'a plus jamais présenté de poussée malgré l'absence totale de corticoïdes. Alors, il y a un travail plus conséquent, un rétrospectif multicentrique qui a été mené par la Mayo, hein, dans laquelle d'ailleurs est inclue cette patiente, qui montre, hein, qui suggère une efficacité des immunoglobulines IV dans la MOGAD. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet dose, et ça, je crois que ça renforce le fait que ça semble marcher. Les patients qui ont une faible dose, c'est-à-dire moins d'1 gramme kilo tous les mois, donc soit ils sont étendus, soit ils ont une dose moindre chaque mois, ont un risque de poussée supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être les anti-L6, on va voir qu'il y a quand même des résultats, et il y a un rationnel surtout, hein, quand on regarde cette étude cytokinique au niveau du liquide cérébrospinal entre les MOG, les AQP4 et les SEB, vous voyez que l'IL6 est élevé dans l'AQP4 et le MOGAD et n'est pas élevé dans la sclérose en plaques. Et on a des données sur une petite série, mais assez convaincante, une série européenne, vous voyez à gauche, avec l'évolution de 14 patients traités par anti-IL6, et vous voyez quand même chez ces patients qui étaient très actifs, une forte diminution du nombre de poussées sous tocilizumab utilisé à 8 mg kg tous les mois. Et cette petite série également de la Mayo clinique qui retrouve chez les patients qui avaient quand même pas mal de poussées avant l'instauration du tocilizumab une disparition des poussées, mais sur il y a quand même un suivi qui est assez limité. Alors bien sûr, il y a eu aussi l'utilisation des immunosuppresseurs non spécifiques, plus classiques, l'azatioprine, mycophénolate, avec toutes les méta-analyses vont dans le sens d'une efficacité, peut-être pas très importante, mais qui semble significative. Alors là, j'attire votre attention, et ça c'est important dans ces méta-analyses, de différencier l'outcome utilisé. Vous voyez que là, l'outcome, c'était le taux analysé de poussée, qui est à mon sens pas un
super outcome pour ce genre d'études rétrospectives. Pourquoi? Parce que il y a le biais de la régression à la moyenne. Quand vous suivez des patients, enfin vous regardez la tonalité de poussée après l'instauration du traitement versus avant, vous comparez finalement une période où le patient a été très actif et c'est pour ça qu'on a débuté un traitement à finalement une évolution naturelle de son histoire à distance de la période active. Donc, c'est vraiment la régression à la moyenne. Et donc, vous avez forcément une diminution du taux annualisé de poussée. Donc, je crois que c'est pour ça que je vous ai sélectionné cette méta-analyse. Ce qui est important, c'est regarder plutôt le risque de poussée. Alors, bien sûr, c'est la régression à la moyenne impacte ce risque de poussée. C'est finalement la proportion de patients qui fait une poussée ou la proportion de patients qui ne fait pas de poussée du tout après le traitement. Et c'est quand même un peu plus robuste. Alors, ce qu'on voit quand on regarde les résultats avec ce critère de jugement, on se rend compte que tout semble fonctionner, mais qu'il y a vraiment une hétérogénéité de réponses en fonction des études pour l'azathiopryne, mycophénolate mofetil et le rituximab, et moins d'hétérogénéité pour les immunoglobulines IV, avec une réponse, on va dire, plus constante et plus homogène à travers les études. Donc, je ne vais pas vous dire de traiter tous les patients par immunoglobuline IV, hein, loin de moi cette idée, hein, étant donné le prix, l'accessibilité, la lourdeur de ce traitement. Mais c'est un traitement de seconde ligne qu'il faut avoir à l'esprit pour des patients très récidivants, pour des patients qui récidivent malgré un traitement immunosuppresseur plus classique. Chez des patients qui ont déjà des séquelles très importantes, c'est quand même le traitement aujourd'hui qui a montré peut-être le plus, où on a le plus de données en faveur d'une efficacité. Le rituximab, probablement que ça fonctionne, mais moins que dans la QP4, et c'est pour ça que je vous parlais d'un rapport bénéfice-risque. Moi, j'estime que même si le rituximab peut fonctionner dans le MOGAD, il n'a pas un bon rapport bénéfice-risque dans cette maladie parce que il est quand même risqué, risque d'hypogamma, risque infectieux, et l'efficacité est inconstante dans cette maladie qui a un pronostic meilleur que dans la QP4. Par contre, l'azathiopryne, mycophénolate ont probablement une efficacité assez comparable au rituximab et par contre un bien meilleur rapport bénéfice-risque dans cette pathologie. Donc, les efficacités ont été bien résumées dans ce papier, cette revue publiée dans le Lancet, où on voit quel est le pourcentage de patients libres de poussée dans les principales cohortes publiées en fonction des traitements utilisés. On retrouve finalement ce que je vous ai dit. 70% des patients traités par immunoglobuline IV, donc ce traitement semble vraiment au-dessus. Et ensuite, on est autour de 50%, 40% pour les autres traitements. Alors bien sûr, vous voyez qu'il y a peu de patients, donc ce sont des études ce sont des données très fragiles. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans les années à venir? Il y a quand même des essais en cours, des essais randomisés, des essais chez l'enfant, azathiopryne versus rituximab, un essai qui va débuter mené par Romain Marinier, français, dans le cadre d'un PHRC, donc azathiopryne versus placebo chez l'adulte après un premier événement. Il y a un essai anti-L6, donc le satralizumab versus placebo, et puis il y a un essai d'un anticorps monoclonal antirécepteur FC versus placebo chez l'adulte. C'est un traitement, le rosanolixizumab, qui a montré une efficacité dans la myasthénie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Bertrand, c'est très clair, hein, et merci d'ailleurs à vos commentaires positifs. Donc, on va avoir du temps pour une fois. On n'est pas trop pressé par le temps. On va avoir quelques minutes pour évoquer des questions que vous avez pu nous poser. Alors, peut-être pour Romain, on avait une question. Quand est-ce qu'il faut faire le dosage des anticorps dans le LCR? Et aussi, est-ce qu'on peut le faire sur un LCR qu'on aurait gardé qu'on aurait expliqué quelque part, un LCR de façon rétrospective? Très bonne question. Complexe. Je dirais que les deux indications principales sont la première, si vous avez un tableau clinique et radiologique extrêmement évocateur de MOGAD, mais que les anticorps sont absents dans le sérum,
là, je vous proposerais volontiers de les rechercher dans le LCR pour essayer d'augmenter votre capacité de diagnostic, et on a comme ça pu récupérer certains patients. La deuxième indication, à mon avis, intéressante, mais qui est encore à valider, c'est les patients qui sont séropositifs connus pour les anticorps anti-MOG et chez qui vous allez rechercher aussi les anticorps dans le LCR, donc une combinaison de positivité qui semble être associée possiblement à une évolution un peu plus sévère. Donc, comme le disait Bertrand, on est toujours à la recherche de facteurs pronostiques d'évolution plus sévère, et cette copositivité pourrait être un des éléments, même si ça reste à valider. Par contre, je vous incite à être extrêmement prudent si vous commencez à les rechercher dans d'autres situations, notamment quand vous avez un diagnostic certain ou encore si vous avez un diagnostic certain de sclérose en plaques. La positivité seule des anticorps anti-MOG dans le LCR dans des situations qui ne sont pas du tout évocatrices ou très peu évocatrices de MOGAD, il faut rester extrêmement prudent à la fin sur le diagnostic. Alors oui, par contre, vous pouvez le faire de façon rétrospective parce que les anticorps sont des protéines relativement stables au cours du temps. Donc, si vous les conservez dans des bonnes conditions, il n'y a pas trop de difficultés à retester un LCR de façon rétrospective. Et peut-être une question un peu connectée, quand on a un dossier, on va dire un petit peu ancien, qui nous fait penser à une MOGAD, mais que soit les anticorps n'étaient pas disponibles au moment, enfin en tout cas le dosage n'existait pas par exemple, est-ce qu'il y a un intérêt à distance, donc à longue distance, demande une de nos collègues, de faire quand même ce dosage, même si on est loin de l'épisode, très loin, plusieurs années après l'épisode? Ouais, c'est une question complexe, hein. J'ai essayé d'insister pour. Alors c'est facile de le dire maintenant parce que la maladie est mieux connue. Et c'est sûr que les cas historiques, on a pour beaucoup d'entre eux pas de prélèvement au moment du début de la maladie. Et donc on va avoir des situations où en reprenant le dossier, on va se dire ça ressemble à une MOGAD et on va le tester le patient des fois 5, 10, 15 ans après le début de la maladie, il va être négatif et pourtant on est convaincu que ce soit une MOGAD. Je pense que ça existe, ces situations-là, c'est des patients qui ont perdu l'anticorps avec le temps, mais on ne peut pas aujourd'hui, avec les critères diagnostiques, dire formellement que c'est une MOGAD. Donc peut-être dans ces situations-là, avoir une vigilance particulière. Je serais quand même plutôt prudent sur le plan thérapeutique dans ces situations qui sont la plupart du temps d'évolution rassurante. Et par contre, dans tous les cas, essayez tout de même de rechercher des anticorps si vous avez une suspicion rétrospective. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un patient CEP qui allait tellement bien depuis 10-15 ans. Je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il aille si bien. Je lui ai demandé les anticorps anti-MOG et il était positif. Donc, ça peut arriver. On peut garder les anticorps de façon très prolongée. Donc, oui, faites-le. Mais voilà, si c'est négatif, ça ne permet pas d'exclure formellement le diagnostic de MOGAD de façon rétrospective. Merci beaucoup. Alors, une petite question pour Bertrand. Est-ce qu'on peut traiter les poussées par forte dose de corticoïdes, mais par voie orale? En gros, est-ce qu'il y a eu un copoucep de la MOGAD? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études. Après, il y a des expériences personnelles, hein. Moi, effectivement, j'ai toujours je rappelle toujours ce cas d'une patiente extrêmement récidivante, extrêmement corticosensible, qui, à chaque fois qu'elle partait, elle voyageait beaucoup. Je lui donnais toujours des corticoïdes et je lui disais d'en prendre en cas de poussée. Elle avait un jour présenté une poussée avec une preuve, hein, elle avait consulté un ophtalmo lorsqu'elle était à l'étranger avec un œdème et elle a pris des corticoïdes par voie orale et l'évolution a été extrêmement rapide. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je m'intéresse. Je ne suis pas certain que finalement le 1 gramme soit nécessaire. Et j'ai l'impression que c'est tellement corticosensible que ça peut être sensible à des faibles doses, mais c'est vraiment c'est une expérience. Mais il n'y a pas de données dans la littérature. Donc pour l'instant, c'est du 1 gramme IV, mais il n'y a pas de raison théorique que ça ne fonctionne pas. En tout cas, je ne vois pas pourquoi. Il faudra le montrer. Alors là, j'ai une série de questions qui sont un peu connectées, mais qui s'adressent un peu à vous. Est-ce qu'il existe des facteurs de risque identifiés de récidive? Et du coup, quelle est l'indication des traitements en fait? Est-ce que, voilà, c'est pas forcément codifié, mais quand est-ce qu'on débute un traitement du fond? Pour répondre aux facteurs de risque, et puis je laisse Bertrand dire comment il prend en considération ces facteurs de risque. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas un facteur de risque qui va nous permettre de dire là, on est sûr que la maladie va évoluer à rechute. Donc, c'est vraiment la difficulté d'ailleurs qu'on est confronté aujourd'hui après un premier épisode. Il y a des tendances
Les tendances qui sont associées à un plus grand risque de rechute sont a priori l'âge. Il y a plus de risques après, voilà, chez les jeunes adultes que chez les petits enfants. Plutôt le sexe féminin, mais c'est très faible, hein, cette tendance-là. Plutôt la neuropathie optique versus la myélite. Et puis, un élément qui paraît évident, mais qui est important à dire, si vous avez déjà fait une rechute, vous avez fait déjà 2 épisodes, vous êtes plus à risque d'en faire un 3e ou un 4e que si vous avez fait un seul épisode et qu'on vous suit longtemps. Donc, le fait de rentrer dans une maladie à rechute augmente le risque de rechute. Ça s'auto-entretient un peu. Et l'autre élément qui reste à discuter, mais qui pourrait être intéressant, c'est que si vous évitez les rechutes précoces par un traitement, dont a discuté Bertrand, potentiellement, donc il y a des travaux en cours là-dessus, ça réduirait le risque de rentrer dans une maladie à rechute. Donc un traitement précoce, soit la corticothérapie orale sur 6 à 9 mois, soit même un traitement de fond, mais précoce, pourrait avoir un impact sur une forme à rechute. Ça reste à être validé, on espère y répondre avec l'étude Mogwai qu'on va piloter en France, là, mais ça, c'est un autre élément intéressant. Puis au dernier, je vais essayer de faire court, il semblerait aussi que l'activité IREM, qui est plutôt rare dans la MOGAD, mais si elle est présente, si vous avez une augmentation du nombre de lésions, qui est plutôt rare, je me répète, là aussi, c'est plutôt associé à un risque de maladie à rechute. Voilà, pour répondre à cette question qui reste encore complexe. C'est une question piège, mais tu t'en es bien sorti. Et donc, alors, quand est-ce qu'on commence un traitement? Ça, c'est une question très difficile. Alors, on a été, au départ, comme on confondait un peu le MOGAD avec le NMO, on a quand même eu tendance à traiter rapidement, enfin, du moins dans certains centres. Depuis, on le fait pas, puisque le consensus, c'est après un 2e événement. Et finalement, depuis qu'on ne le fait pas, on a, je trouve, pas eu de catastrophe. Hein. Et ça, c'est important sur nos séries. Comme la poussée est très sensible aux corticoïdes, je ne crois pas qu'on ne fasse courir un très grand risque si le patient consulte rapidement en cas de 2e événement à des corticoïdes à ce moment-là. Donc, il faudra voir le pronostic à long terme, mais on n'a pas eu de poussée tellement grave qu'il y a eu des séquelles majeures, ou alors c'est des cas exceptionnels. Donc, je crois que c'est quand même pas déraisonnable d'attendre la récidive. Alors, on ne le fait pas toujours, et notamment quand il y a des séquelles au premier événement. Bien sûr, quand il y a un premier événement qui est extrêmement grave et le patient a déjà des séquelles, c'est compliqué, je crois, de risquer un 2e événement. Ça, je crois que c'est quand même à prendre en compte, que ce soit une séquelle visuelle, que ce soit une séquelle notamment des troubles vésico-sphinctériens importants. Bon, là, je crois qu'il faut les prendre en compte. D'autre part, dans la discussion, c'est le risque du traitement, hein, puisque déjà, on n'est pas certain qu'il va fonctionner. Faut quand même, on n'a pas d'études randomisées. Et on fait courir un risque à un patient avec des immunosuppresseurs pour une maladie qui n'est quand même pas avec un pronostic très péjoratif. Donc, je crois que aujourd'hui, moi, en tout cas, et l'attitude quand même qui est la plus partagée, c'est d'attendre la récidive et par contre de parfaitement bien éduquer votre patient en cas de rechute, de suivre le patient. Et ça, je crois que c'est très simple. Si le patient est très bien cadré en cas de nouvelles récidives et qu'il n'a pas de retard au traitement, je crois que ce n'est pas trop dangereux d'attendre le 2e événement. Parce que sinon, on va beaucoup traiter des patients avec des traitements qui peut-être ne sont pas utiles et peut-être ne marchent pas très bien. Merci beaucoup. Alors, on a quand même beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'on puisse toutes y répondre, mais il y en a une qui est arrivée 2 fois, donc on va lui laisser la priorité. Quelles sont les modalités d'administration des IGIV? Comment est-ce que vous faites en pratique? Quelle fréquence? Quelle dose? Alors, ce qui a été le plus fait, c'est en IV, 1 gramme kilo, et tous les mois. Voilà. Donc, ça pose un problème, hein, parce que c'est des doses quand même conséquentes. Donc, si vous avez un patient qui est très, très, très mince, bon, on peut arriver à la faire passer en une journée. Mais quand vous avez des patients avec un poids moyen, on va dire, c'est minimum 2 jours, et c'est tous les mois. Et donc, c'est extrêmement lourd. On le fait en hôpital de jour. Donc, c'est en sous-cutané. Je crois que dans le papier de Chêne, il y avait 2-3 patients qui avaient été traités comme ça, mais on n'a pas beaucoup de données. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de données. Voilà. C'est pas difficile de généraliser. Alors, Bertrand a suggéré, mais que je voulais quand même
rappeler, c'est qu'on vient de parler des indications et de comment, dans quelle situation proposer la mise en route d'un traitement. Il ne faut pas oublier que dans la MOGAD, c'est vraiment la maladie qui s'expose et qui est peut-être la plus adaptée à ce qu'on appelle la désescalade thérapeutique. C'est-à-dire que dans la MOGAD, on ne part pas d'un traitement toute la vie comme on le fait dans la sclérose en plaques et la NMOSD. Il va falloir se poser la question à un moment, de façon forcément très tardive, de diminuer, voire d'arrêter les traitements. Ce qui est aussi difficile parce qu'on manque aussi de facteurs qui nous disent là, on peut être tranquille ou là, il y a un risque de rechute. C'est un message que je voulais faire passer également, que Bertrand a suggéré. Bah, c'est parfait parce que ça permet de répondre à une question qui nous était posée et qui apparemment est assez importante puisque ça concerne une de nos collègues qui se pose la question pour une de ses patientes, c'est quand est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on doit arrêter ou est-ce qu'on peut arrêter? Bon, évidemment, c'est pas, j'imagine, très codifié, mais enfin, voilà, le message, c'est quand même, on garde pas forcément à vie le traitement et il faut se poser la question. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. J'ai pas tout pu répondre, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et on retranscrira les questions si besoin. Un grand merci pour déjà ces présentations extrêmement didactiques qui seront disponibles sur le site de la NAINF, je crois de la SFN, excusez-moi, en tout cas sur les chaînes YouTube de la NAINF et de la SFN. Et que vous pourrez donc visionner, et notamment pour vous rappeler les critères, les traitements, et puis peut-être on se reverra dans quelques temps pour faire un point sur l'évolution, peut-être avec des résultats nouveaux des essais thérapeutiques éventuels. J'en profite également pour vous annoncer le prochain webinaire. Il aura lieu, si rien ne change, le 31 janvier. Donc, on se retrouvera en 2024. Vous pouvez déjà marquer vos calendriers et la thématique, ce sera les troubles neurofonctionnels. Donc, voilà, une thématique large, mais avec une prise en charge qui associera neurologue et psychiatre. Donc, voilà, vous pouvez noter le 31 janvier 2024. Donc, merci Romain, merci Bertrand pour cette présentation. Merci beaucoup. Voilà, Merci. et à la prochaine fois, à bientôt à tous. Bonne soirée. Bonne